on va dire, l'idée de mon papa de faire une école hôtelière. Donc j'ai fait l'école hôtelière de Genève. C'est très petit, très familial. On apprend beaucoup sur tout ce qui est opérationnel hôtelier et tout ça. C'était une bonne expérience. À la fin, j'ai fait mon dernier stage à Palexpo. C'était un super stage. Et je me suis envolé pour l'Asie. J'ai rejoint un restaurant manager. J'avais l'habitude que je connaissais et tout ça. On s'est super bien amusé. C'était un petit beach club qu'on a complètement changé. 45 000 bahts par mois. À la fin, quand je suis parti, on faisait à peu près 1 million de bahts, qui était un prix en dessous du marché, à peu près 3 millions d'euros, et qui était tout vieux. Ménam s'est offert à moi, oui et non. J'ai fait beaucoup de visites, autour de 12 visites, et puis je suis tombé amoureux ici. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Arnaud, on tourne dans son propre bien ici à Koh Samui. Arnaud, c'est un Suisse italien de 32 ans qui a fait beaucoup de choses. Il est assistant directeur Food and Beverage à Marriott, c'est ça? Donc c'est quand même un beau poste, on va en parler juste après. C'est quand même de l'hôtellerie 5 étoiles, etc. Donc c'est du luxe quoi. Et en parallèle, tu as lancé Veyana Villas, qui est une société de property management. Et c'est très intéressant qu'on en parle sur la chaîne parce que c'est important d'avoir une bonne société de property management quand on investit ici. Tu es investisseur, entrepreneur, tu as une femme aussi, une personne qui t'accompagne depuis quelques années. Et j'ai pas l'occasion d'avoir ce genre de profil assez complet sur ma chaîne, donc ça me fait plaisir. Bienvenue. Merci. Juste avant, je voudrais rappeler à notre audience que sur ma chaîne, principalement, je partage mon expérience d'expatrié et d'investisseur. Je mets aussi en avant celle des autres, comme Arnaud par exemple, qui est passé par là. Et moi, ça fait plus ou moins 5 ans que je vis en Thaïlande. Je suis venu lors d'un stage de fin d'études. J'ai ensuite travaillé, je ne suis jamais reparti après mon stage. J'ai ensuite lancé mes entreprises, puis je me suis intéressé à l'investissement. Je n'ai pas forcément de services ou de produits à proposer, mais le but de ces vidéos, c'est que je peux éventuellement vous mettre en relation avec mon réseau local. C'est parti du coup avec Arnaud. Pour commencer, parce que les personnes te découvrent probablement parce que tu n'es pas présent en ligne, est-ce que tu peux justement m'expliquer un petit peu ton parcours en 2 mots, ce que tu as fait? Pas de souci. Juste avant d'arriver en Thaïlande, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Pourquoi tu es en Thaïlande? Je suis suisse-italien, comme tu l'as dit. Je viens du Valais, un petit canton de la Suisse, à côté de Martigny, de Saint-Maurice, mais pas le Saint-Maurice avec le Z que tout le monde connaît. Saint-Moritz, oui, ça c'est en Suisse. Oui, mais là c'est l'autre, celui avec CE. Ok. Donc c'est le plus petit, un petit village de 900 personnes. Et j'ai grandi là-bas et mes parents ils avaient un restaurant, la rôtisserie du Bois Noir, où est-ce que j'ai tout appris, la restauration, l'hôtellerie et tout. Et c'est vrai qu'après avoir vécu pas mal d'expériences avec mes parents, je me suis lancé dans l'hôtellerie. J'ai fait un apprentissage de spécialiste en restauration pendant 3 ans. Et après ça, j'ai dû choisir. J'avais une possibilité de partir à Miami, travailler dans un restaurant, mais malheureusement ou heureusement, j'ai pris une autre décision. J'ai écouté on va dire l'idée de mon papa de faire une école hôtelière. Donc j'ai fait l'école hôtelière de Genève. C'est une école hôtelière super, c'est très petit, très familial. On apprend beaucoup sur tout ce qui est opérationnel hôtelier et tout ça. C'était une bonne expérience. Et après, à la fin, j'ai fait mon dernier stage à Palexpo, à Genève. C'était un super stage. Et je me suis envolé pour l'Asie, qui était un rêve pour moi. Je m'étais dit un jour que je viendrais vivre en Asie, je viendrais vivre en Thaïlande. Et je me suis envolé pour le Cambodge, pour un premier travail à l'étranger, dans un petit hôtel, Héritage Suite Hotel. C'était à Siem Reap. J'ai très bien aimé. J'ai fait 9 mois, parce qu'il fallait que je réalise mon rêve de venir en Thaïlande. Et j'ai rejoint Intercontinental à Hua Hin. C'est un peu plus relevé du coup. Oui, voilà, c'était différent. C'est différent. Et j'ai rejoint un restaurant manager. Donc c'est quelque chose que j'avais l'habitude, que je connaissais et tout ça. On s'est super bien amusé. C'était un petit beach club qu'on a complètement changé en faisant 45 000 bahts par mois. À la fin, quand je suis parti, on faisait à peu près 1 million de bahts. De 45 000 bahts à 1 million de bahts voilà, grâce aux structures que tu as mis en place. Structure et puis l'approche client en fait. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, quand tu fais quelque chose que tu peux apporter en fait plusieurs différents tourismes, les expatriés qui vivent aussi à Hua Hin, on a créé quelque chose qui était super et on s'est amusé en fait. Toute l'équipe s'est amusée. Et tu es arrivé il y a combien de temps? C'était à combien de temps cette expérience? C'était il y a 7 ans. Donc ça fait 7 ans que tu es en Thaïlande. Ça fait 7 ans que je suis en Thaïlande, oui. Donc j'ai travaillé pour Intercontinental pendant 1 année. Et mon directeur financier est parti de Intercontinental pour rejoindre Marriott, qui travaillait déjà. Et il m'a dit, Arnaud, je te prends avec moi. Très bien. Et tu es parti à Bangkok? Et non, à Hua Hin. Hua Hin Marriott, j'ai fait encore presque 2 ans, à peu près 2 ans et demi. À Hua Hin Marriott, super expérience. On a vécu le Covid comme personne.
heureusement, malheureusement, grâce aux gens de Bangkok qui ne pouvaient pas voyager, on avait un hôtel qui était bien occupé et c'était une période pour nous très busy, on va dire. Donc on avait Et de la chance sur rentable. ça. Oui, rentable, oui, très rentable pour l'hôtel, donc c'était sympa. Et puis après 3 ans à Wahin, j'ai décidé de voir s'il y avait d'autres options ou pas. J'ai essayé de rentrer en Suisse. Ça m'a pas plu du tout. J'ai fait quelques mois et je suis rentré. Et qu'est-ce qui t'a pas plu du fait d'être en Suisse? Je pense que l'idée de m'expatrier, l'idée de changer de bord était toujours à l'intérieur de moi et j'avais une raison pourquoi j'étais parti de la Suisse. Et c'est vrai que les salaires sont beaux, c'est vrai que tout paraît joli, mais pour moi ça ne matche pas. Et malheureusement, avec mon style de vie, c'est pas quelque chose que je recherche. Et je suis revenu en Thaïlande pour Marriott, encore une fois, et j'ai ouvert 2 hôtels à Bangkok, Courtyard et Madhipadi. C'était le premier Autograph Collection Thaïlande, c'était incroyable. Et après 2 ans, j'ai rejoint le Saint-Régis Bangkok où je suis maintenant. Et je viens d'être promu assistant directeur F&B. Oui, tu as une belle place quoi, au Ouais, sein de la... ça va. Donc, Ça tu va. as le sens de l'hôtellerie, on dit ça, je sais qu'en Belgique on a des mots différents. Tu connais le mot Horeca? Oui, Horeca, bien sûr. On dit ça en Belgique, mais je ne sais pas si on le dit en France. On dit aussi. Mais Ok. c'est un mot anglais, c'est pour tout ce qui est vente à l'intérieur de l'hôtel. Oui. Ok, donc tu es familier avec tout ça. Bien sûr. Ton métier permet d'avoir des opportunités partout dans le monde, Bien j'imagine. sûr. Il y a de belles maisons, de beaux hôtels partout dans le monde. Bien sûr. Pourquoi être resté en Thaïlande? Alors, ce qui se passe, c'est que pour moi, la Thaïlande, ça a été un pays que j'ai choisi parce que je pense qu'il m'a choisi. J'étais parti en vacances à l'âge de 19-20 ans, juste avant de finir mon apprentissage. Et il s'est passé quelque chose avec moi à ce pays et on s'est connecté. Et les gens qui sont été ici et la manière d'être, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que c'est ce qui m'a attiré. L'attitude des gens envers toi, tu veux dire? Oui, les Thaïlandais, comment ils sont, comment la culture elle est créée, comment leur base en fait, comment ils sont éduqués, tout ça, ça a été quelque chose qui m'intéressait énormément et qui m'a attiré durant mon voyage en Thaïlande. La première fois c'était à Phuket. J'ai fait 2 jours à Phuket et après je suis parti dans le nord et je suis parti avec mon petit scooter découvrir un peu Khao Lak et je suis tombé amoureux de Khao Lak et dans une petite famille thaïlandaise, c'était vraiment super. Et je suis tombé amoureux de la Thaïlande. Ah, ça, je pense que c'est difficile de ne pas tomber amoureux de la Thaïlande. Si les personnes regardent cette vidéo, c'est qu'elles sont à moitié amoureuses ou sont déjà venues, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile. Et si tu devais donner un exemple qui fait que la Thaïlande est un pays adorable, dans lequel on se sent bien, il y fait bon vivre. Tu m'as parlé de l'attitude des gens. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui font que ce pays, tu le trouves incroyable? Si tu veux, ce qui m'est arrivé en Thaïlande, ça a été quelque chose qui m'a appris que les gens ici ils sont humbles et puis ils aiment aider. Et donc quand j'ai eu ce petit accident de scooter et tout, que les gens m'ont accueilli, que les gens m'ont accueilli chez eux, ils m'ont aidé comme ça m'a attiré. Et ensuite, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en Thaïlande, ils ont l'envie d'apprendre, ils ont l'envie de se développer. Alors, tout le monde travaille pour un salaire, ça c'est clair. Mais est-ce que quelqu'un travaille avec la passion? Et ça, tu vas le trouver en Thaïlande. Et à travers, il y a 12 ans en arrière, comment les Thaïlandais travaillaient aussi avec le sourire, avec l'envie d'accueillir et tout ça, ça te montrait beaucoup. On peut dire qu'ils sont impliqués et dévoués dans ce qu'ils font. Bien sûr, si tu compares, on va dire, tu vas à un séjour aux Champs-Élysées à Paris, ou bien tu viens à Koh Samui dans un petit restaurant de quartier, et tu vas me dire l'expérience que tu as eue au niveau d'accueil et tout ça. Et c'est la réalité d'aujourd'hui. Tu gères des équipes de taille. Oui. Donc tu parles thaïlandais. Un petit peu. Et c'est pas difficile de gérer des Thaïlandais? Est-ce que c'est différent de traiter des Thaïlandais ou des francophones? Alors, il ne faut pas oublier une chose. Moi, si je me suis expatrié, c'est parce que j'avais envie de partir, j'avais envie de quitter sous cette mentalité européenne, suisse, et puis aussi de comment les gens manager les gens. J'avais envie de changer. Et pour moi, la Thaïlande, ça matchait parce que les gens, déjà, tu les manages différemment. Les gens qui ont une expérience ici, ils savent que tu dois manager les gens complètement différemment. Tout ce que tu as appris en Europe, tu peux le mettre à la poubelle et réapprendre ici. Si tu veux, manager les Thaïlandais, tu dois être l'exemple. Tu es ici pour leur montrer que on peut toujours faire mieux, on peut toujours se développer, on peut travailler ensemble. Ils ont des forces, j'ai des faiblesses, j'ai des forces, ils ont des faiblesses et on travaille ensemble. Mais il faut être un rôle modèle. Pour manager les Thaïlandais, il faut être un rôle modèle. D'accord. Et c'est facile la relation que tu peux avoir avec eux au niveau culturel, peut-être qu'il y a des différences? Écoute, la réalité, elle est comme ça. Moi, quand je suis arrivé en Thaïlande, il m'a fallu ma première équipe 6 mois
pour qu'il juste me demande comment j'aille. 6 mois. Comment tu vas? Comment tu vas? C'était Savadicap et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier une chose. J'ai eu une chance de travailler pour Marriott et Intercontinental, c'est des chaînes qui sont assez grandes en Thaïlande et développées. Les Thaïlandais savent travailler. Hein. Si tu arrives et puis avec tes idées, parce que tu as fait 2 stages peut-être en France ou en Europe et tu dis à un Thaïlandais que ça fait 15 ans qu'il a travaillé ici, qu'il a fait comme ça, il ne te respecte pas. Donc ma première expérience m'a pris 6 mois pour m'adapter. Mais ma deuxième expérience m'a pris 2 semaines. Et là, quand j'ai rejoint le Saint-Régis, eh ben, les gens ils me disaient tout de suite en thaïlandais « Ah mais toi tu es une personne qui s'occupe des gens. » Après 2 jours, et je les regarde comme ça, je dis « Mais comment tu sais ça ?» Et c'est le bouche à oreille, les gens savent comment tu es. Et la chance que j'ai eue au Saint-Régis, c'est que j'ai vécu déjà 7 ans en Thaïlande et les gens ils avaient un besoin d'un renouveau, une nouvelle énergie. Et c'est ça que j'ai pu apporter et d'avoir apporté tous ces différents restaurants que je manage dans une nouvelle énergie et une nouvelle dynamique, on va dire. Et tu as pu rencontrer ta femme, enfin vous n'êtes pas encore mariés. Oui, on est en bientôt. Mais tu l'as rencontrée il y a quelques années. Oui, il y a quelques années. Au boulot? Au travail, on a ouvert les 2 hôtels ensemble, à Manipali et Courtyard. C'était exceptionnel. Elle travaillait au marketing, je travaillais en F&B, c'est le chat et la souris. Normalement, on ne s'entend pas du tout. Et je me souviens d'une phrase que mon directeur général m'a dit « Il faut que tu sois derrière elle, hein, tous les jours, tous les jours. » Et toi, tu es tombé amoureux d'elle. Bah voilà. Toi, tu as pris vraiment au premier degré ce que le patron... J'ai pris au premier degré, voilà. Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans avant-hier. Ok, bah, félicitations. Merci beaucoup. On va pas aller trop dans le détail, mais ça fait beaucoup polémique, le couple thaï avec un étranger. Est-ce que ça se passe bien? Écoute, je pense que dans tout ce qui se passe dans chaque pays, il y a différentes personnes. Moi, j'ai rencontré ma femme au travail, j'ai rencontré une personne avec qui on a différentes passions, on a des passions similaires, on a une façon de voir la vie similaire aussi, donc c'est des choses qui nous aident. Mais après, il y a de tout dans le monde. Et je pense qu'en Thaïlande, en Suisse, en Italie, au Brésil, ou peu importe où tu rencontres des gens, c'est différent. On va passer maintenant à la partie un petit peu investissement parce que tu es aussi investisseur en Thaïlande. Oui. Tu as plusieurs biens. Si tu peux nous dire, déjà ici on est dans ta maison. Voilà, on pourra peut-être montrer des photos, etc. pour que les gens voient le type de biens qu'on peut avoir ici. On va en parler. Quel a été ton premier investissement en Thaïlande? Alors mon premier investissement c'était Hua Hin. Après avoir habité pendant 3 ans à Hua Hin, j'avais vu un petit peu les défauts et puis ce que les gens recherchaient et ce qui manquait. Résoudre un problème. C'était très important pour moi de trouver quelque chose d'unique. Et puis là, j'ai trouvé un condo à Ban Khu Kiang, c'est sur la main road de Hua Hin, qui était un prix en dessous du marché, à peu près 3,2 millions et qui était tout vieux. Donc je l'ai visité et tout ça, et puis j'ai pris la décision de l'acheter. Et je l'ai acheté avec ma copine, ma future femme. Et on a utilisé les banques thaïlandaises parce qu'elle travaille, je travaille aussi. Ça va faire pas mal d'années que je suis ici, donc on va dire que ma façon d'être et ma façon de vivre ici, elle est un petit peu différente que la plupart des étrangers. Donc on a pu faire appel aux banques. Et puis on a acheté ce premier bain, on a complètement rénové. Tout le monde me disait fais le pas. J'allais dire, les gens ne t'ont pas encouragé dans cette aventure. Pas du tout. Et tu l'as fait. Et c'est quoi le résultat? Super. Au bout de 2 semaines, on le louait. On me demandait déjà de l'acheter, alors que je l'avais même pas mis vraiment full en capacity pour le louer. On me demandait déjà de l'acheter parce que j'ai changé les fenêtres, j'ai changé les carrelages, j'avais tout changé. Tu as retapé l'appartement. Tout complètement. On a tout cassé, on a tout remis en place. Ça nous a coûté environ entre 300 000 et 400 000 bahts pour tout rénover, un 61 mètres carrés. Donc voilà, non, c'était sympa. Et puis là, on a mis en location, mais on met en location avec un aspect un petit peu différemment. On a eu les 3 premiers mois du Airbnb, et puis là, je loue en long terme, mais on fournit tout un système hôtelier, c'est-à-dire que tous les mois, ils ont un service d'eau. On leur amène 24 litres d'eau, on leur amène le café, on leur amène aussi tout ce qui est produits de nettoyage, vaisselle et tout ça. Voilà, il y a tout un service derrière. Et puis, eux, ils ont juste à payer l'électricité, et puis tout le reste est fait, nettoyage, tout. Et il faut dire que tu as vécu quelques années à Hua Hin. Oui. Donc tu connaissais le marché, tu savais où investir. Et je savais où investir. Et puis aussi, ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de villas qui sont très loin. Donc c'est des villas qui s'achètent à 8-10 millions de bahts, qu'au final tu loueras 35-45 000 parce que les gens sont loin de la ville. Et si tu veux une personne qui vit 1 année ou 6 mois à Hua Hin, eh ben, tu es un peu plus content d'être au centre de la ville. Et
tout le marché immobilier de Loaïn, si tu veux, ce qui a été intéressant, c'est que toutes les villas sont un peu excentrées. Il y a des villas qui sont assez proches, mais il y a pas mal de rénovations à faire, où ils ne sont pas en vente maintenant, ou pas au même prix. Le marché de Loaïn est assez intéressant. Et pourquoi tu n'as pas répété l'opération à Huaïn et pourquoi là, ici, tu as décidé d'investir dans une maison à Koh Samui? Alors, je pense que tout le monde dit, il ne faut pas mettre ses œufs au même panier. Très bien, bonne Il réflexion. il y a la haute saison, il y a la basse saison. Il faut savoir que Huaïn, c'est un endroit plus stable, en fait, qui m'apportait pas mal de stabilité. Là, j'ai signé pour des gens en long terme, donc qui m'apportent un revenu qui est assez sûr, qui est beaucoup plus sûr que d'autres destinations en Thaïlande. Pourquoi Koh Samui? On va dire c'est assez simple. Ma femme vient d'ici. Ma femme est locale ici. Et puis je pense que quand tu fais un investissement dans un pays qui n'est pas le tien, c'est bien d'avoir des gens que tu connais, des gens que tu peux te rapprocher, des gens qui te sécurisent, qui te montrent que tu peux compter sur eux. Alors, je connais la Thaïlande un peu parce que j'ai pas mal voyagé aussi grâce à mon métier. Et Koh Samui, c'est vrai que c'est une île qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. Comment est-ce que tu as réalisé exactement cet investissement ici? On a utilisé la même chose. On a utilisé une banque, encore une fois. Ah ben voilà. Donc tu as eu, pour tous tes 2 investissements immobiliers Voilà, en tout. ouais. Et pour les 2, tu as eu des financements. Des financements, voilà. Ok. C'est ça, c'est-à-dire que si vous travaillez en Thaïlande, si vous travaillez avec une entreprise internationale qui vous fournisse des payslips, un work permit et tout ça, que votre femme est thaïlandaise, qu'elle a aussi une situation, qui travaille aussi pendant certaines années, on travaille les 2 pour Marriott, donc c'est sûr que ça aide aussi. Oui, bien sûr, vous êtes dans une bonne structure. Donc voilà, mais en plus elle a son appartement aussi à Bangkok, donc au final elle en a 3. On en a 3. Ouais, c'est ça. Et si on veut parler un petit peu chiffre, combien tu dois rembourser, si tu es d'accord de le dire, par rapport à ce que tu peux dégager comme revenu avec les biens en location? Alors, c'est très simple. Il y a quand même des banques qui sont très différentes en Thaïlande. Il y a les banques qui sont plus, on va dire, agriculture. Il y a des banques qui sont plus, on va dire, privées, comme on connaît tous Cassicorn, SCB et tout ça. Tout ça t'offre d'autres taux d'intérêt. Donc ça va vraiment dépendre au niveau des personnes qui vont s'adresser aux banques ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent emprunter? Un étranger tout seul, sans thaïlandais, pourrait aller chez UOB. J'avais déjà fait la process et tout ça, mais les autres taux d'intérêt sont un peu plus hauts. On est autour des 7 ou 8%. Donc c'est des choses qui changent. Nous, à l'heure actuelle, je peux te dire une fourchette, pour nos 2 biens, on est autour des 29 000 à 35 000 bahts. Par mois? Par mois, pour rembourser. Et vous dégagez plus avec les revenus locatifs des biens que vous avez en location ou pas? Ou est-ce que ça vous permet de rembourser vos emprunts seulement? Wine seulement nous permet de rembourser, on va dire, 95% des biens qu'on a. Donc, on va dire que Wine rembourse presque tout. Et puis ici, Koh Samui, c'est du bonus. C'est du bonus. Et on est à Menam, les gens savent aussi, ceux qui me suivent sur les réseaux, moi je vis à Samui, je fais beaucoup de contenu, je parle d'immobilier à Samui notamment. Ouais. Est-ce que Menam est une zone réfléchie? Est-ce que tu savais que tu voulais investir à Menam? Si oui, pourquoi? Pourquoi cette zone? Pourquoi pas ailleurs? Chaque chose que tu fais, je pense qu'il faut l'analyser. Il ne faut pas sauter comme ça. C'est très important. Si tu analyses Koh Samui, moi je l'analyse pas qu'une personne qui a vécu ici, je l'analyse un petit peu de l'extérieur, mais quand même avoir l'aspect local de ma femme. Parce que ta femme vient de Samui. Oui, voilà. Donc ça c'est un hasard. Hein. Tu l'as pas rencontrée à Samui, mais elle vient de Samui. Mais elle vient de Samui. Alors écoute, Shaweng et Bopud, c'est 2 endroits que je pense qui sont bien développés. Nous, on avait un plus petit budget pour acheter. Donc Shaweng et Bopud, c'était pas disponible dans ce qu'on cherchait. Très cher. C'est très cher. C'est déjà très développé. Et pourtant, sur une carte, il n'y a presque pas de différence. Il n'y a pas de différence. Maintenant, c'est aussi le type de client que tu veux. Shaweng, tu auras ce type de client. Bopud, tu auras ce type de client. Menam, et puis on ne parle pas aussi beaucoup de Lipanoi, qui est un autre type de client qui peut être intéressant aussi pour les gens. Ouais. Et puis moi, on va dire que Menam s'est offert à moi, oui et non. J'ai fait beaucoup de visites, autour de 12 visites, et puis je suis tombé amoureux ici. On ne le ment pas. Mais ici, tu as acheté sur plan? J'ai acheté à moitié sur plan. La petite villa qui est juste à côté derrière, elle était déjà à moitié finie. Ouais, donc tu as vu, tu t'es dit c'est la même que je vais avoir. Ouais, voilà. Ok.
Et c'est très joli. Alors, on dirait que c'est petit à l'extérieur, mais moi, j'ai fait la visite. C'est spacieux, c'est sympa. 2 chambres, 2 salles de bain. 2 chambres, 2 salles de bain, plus une petite toilette qui est derrière nous. C'est très bien. Donc Hein. deux et demi. Il fallait un budget de combien pour... Alors écoute, ici, il y a une année et demie en arrière, j'ai pu faire un arrangement à 5,5 millions. 5,5 millions, 1 an et demi en arrière, Oui, c'est plus du tout les mêmes prix. Parce que le marché, on se rend compte qu'il évolue. oui. Ça vaut quelques M en plus maintenant. Voilà, je pense qu'il faut arriver au bon moment. Il y a des facteurs qu'il faut regarder aussi, la haute saison, basse saison. Il y a une année et demie en arrière, il n'y avait pas tout ce qui se passe aussi dans le monde, tout ce qui fait augmenter le prix maintenant. Et puis, j'ai une chance aussi d'avoir une personne qui vient de Samui, qui a pu discuter aussi, négocier les prix que nous. Oui, bien sûr. On n'a peut-être pas les mêmes moyens, Ouais. mais voilà, on a pu négocier, arriver sur quelque chose qu'on était tous d'accord, et puis ça s'est Ouais. passé. J'aimerais parler d'un point parce que ben, tu as un parcours complet, comme je l'ai dit au début de la vidéo, parce que tu as une belle carrière, tu as travaillé à Bangkok, tu t'es expatrié, tu as investi, mais tu es entrepreneur puisque tu as lancé, la société de gestion Veyana Villas. Oui. Donc j'aimerais parler un petit peu de ça. Et c'est quoi concrètement Veyana Villas? Qu'est-ce que vous faites? Alors, Veyana Villa, ça part d'un rêve. Ça part d'un rêve que je voulais devenir entrepreneur. Et tu l'as fait. Voilà, je l'ai fait d'une partie, si tu veux. J'ai une partie de moi qui s'occupe de toute cette entreprise, que c'est en mon sang, si tu veux. C'est mon papa, mon maman, ils tenaient un restaurant. Ma sœur Bah oui. a une société d'ambulance à Genève, entre guillemets, si tu veux bien rire. Si tu veux savoir comment s'appelle son ambulance, ça s'appelle GTA. GTA. Enfin, si tu te changes les initiales, c'est Genève Team Ambulance. Ah, ouais, Eh oui, elle a trouvé le bon nom. Elle a eu de la chance. Et donc, c'était à l'intérieur de moi. Et il fallait que j'essaie quelque chose. Et quand j'ai trouvé que la société, les gens qui s'occupent des gens en court terme, j'ai beaucoup voyagé. Grâce à mes parents, grâce à mes amis, mon couple aussi, j'ai beaucoup voyagé en Airbnb. Et j'ai été très peu satisfait l'accueil qu'on a eu dans la courte durée. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que les gens utilisent toujours le mot Airbnb. Courte durée, on dirait en français, c'est Airbnb. Airbnb. Mais Airbnb, c'est une société de plateforme. C'est sûr que les gens qui viennent pas de l'hôtellerie, ils connaissent pas. Pour moi, on appelle ça du courte durée. On s'occupe pas assez bien des gens. Il Ouais. n'y a pas l'âme en fait. Il y a des gens qui ont eu l'argent, qui ont acheté et qui ont laissé là. Et pour moi, il y a un problème qu'il fallait que je résolve. C'est marrant parce que j'ai vu mon associé ce matin qui voyage énormément. Il a déjà une quarantaine d'années. Il a voyagé dans plein de pays toute sa vie. Il m'a dit, j'ai arrêté de prendre les Airbnb. Je ne voyage que dans des hôtels parce qu'en fait, j'arrive pas à trouver un service convenable. À chaque fois, je suis déçu. Ouais. Et donc, c'est ça le property management ou Ouais. la société de gestion. C'est que quand les gens font on loue pour de la courte durée, il faut qu'il y ait un service derrière Bien quoi. sûr, bien sûr. Il faut qu'il y ait une gestion. Ouais. Et toi, tu as lancé une société de gestion en ce sens. Ouais. Bah, moi, j'ai lancé quelque chose, si tu veux, qui part d'une passion. Ma passion part du service client, ma passion part de créer une expérience pour les clients. Je pense qu'à Samui, il y a énormément de villas, il y a des choses Oui. très très beaux, il y a beaucoup de gens qui managent des villas. Maintenant, est-ce qu'il y a des professionnels? Et ça, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans chaque chose, il y a des gens qui sont professionnels, oui ou non. Quand tu fais du ski, du skateboard, c'est la même chose. Est-ce que tu es un skieur qui skie 2 fois par année, quelqu'un qui fait toutes les semaines ou tu es Ou professionnel? une fois, ouais. C'est la même chose. Dans ces domaines, c'est très important. Mm. Donc voilà, moi je veux apporter tout ce que j'ai appris de l'hôtellerie, tout ce qui est accueil. Pour moi, un client doit arriver avec une personne qui l'accueille. Pour moi, on doit lui expliquer où est-ce qu'il arrive. Si tu arrives dans un hôtel, on t'explique Oui. à quelle heure tu peux aller manger, à quelle heure tu peux faire ça. C'est la même chose dans une villa. Alors ici, j'ai pas de restaurant à côté, mais je peux conseiller mes clients, mais il faut leur apprendre, expliquer à une personne comment allumer la lumière, allumer ça et tout ça. C'est un service à derrière et il faut pas oublier une chose, on a les hôtiers. Alors, ce sera peut-être un autre sujet à discuter parce que c'est très très long les hôtiers, mais les hôtiers, c'est pas à nous. On travaille pour une plateforme qui s'utilise pour d'autres gens. Donc, si vous vous mettez sur Airbnb, Expedia, Agoda, toutes ces choses-là, alors ça vous ramène beaucoup de clients. C'est super pour se lancer parce que le coût marketing, si vous vous lancez tout seul, il serait beaucoup trop grand. Maintenant, utiliser tous ces outils, c'est bien, mais il faut voir le long terme. Moi, mon objectif, c'est de me lancer maintenant, de voir les choses sur le long terme, de voir sur le 3 ans, 5 ans et tout ça. Maintenant, mon objectif, c'est de créer des clients qui aiment l'expérience. Alors, la
première fois, ils ont réservé avec Airbnb. Eux vont passer une bonne expérience et puis après, eux vont réserver en direct. Et quand ils réservent en direct, eh ben, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de commission et des choses comme ça. Donc, si tu veux, moi, c'est tout ce qui a expérience client derrière et refaire revenir les gens. C'est ça que je veux créer. Et en parlant de ça, pour faire revenir les gens, pour toi, quels sont les grands piliers d'une bonne société de gestion? Qu'est-ce que ça fait concrètement une société de gestion qui fait son travail correctement Alors, la première chose, c'est d'avoir des gens qui travaillent, qui savent pourquoi est-ce qu'ils travaillent. Si tu as une personne qui fait juste ça sans intérêt, ça ne marchera pas. Il faut avoir une équipe passionnée. Moi, je suis en train de monter là avec des gens qui sont soit dans le domaine hôtelier, grâce à ma connexion, soit qui sont dans l'immobilier. Donc, c'est deux domaines qui m'apportent déjà des employés d'une bonne qualité. Grâce à mon expérience, c'est très difficile en Thaïlande, c'est la réalité. Mais les choses sont là que je pense qu'il faut avoir une bonne équipe. Donc déjà, la première chose, c'est avoir une bonne équipe pour se lancer. Ensuite, il faut avoir un service client. Donc accueillir le client, lui montrer les choses. C'est-à-dire que tu ne vends pas seulement une maison à dormir, tu vends une expérience. Et quand tu vois ça, tu mets ta passion dedans, je pense que tu peux faire de belles choses. Et vous êtes utile non pas seulement pour le client, l'expérience client, mais pour l'investisseur. Oui, voilà. Qui met en gestion sa villa. Oui, tout à fait. Vous lui rendez service. Oui. Ben, y a des gens qui achètent des biens en Thaïlande, qui ont investi en Thaïlande et puis qui ont besoin de gens comme nous, passionnés, qui vivent ici, qui ont des contacts avec les locaux, qui ont des contacts pour accueillir leurs clients, pour tout ce qui est entretien de la maison et tout ça. On s'occupe de leur villa et puis on fait venir les clients, on s'occupe de tout ce qui est OTA, tout ce qui est réservation et puis tout ça. Vous gérez la réservation, l'accueil, oui. La maintenance ou les tracas en cas de problème dans la villa, voilà. Un évier bouché, tout ça, toutes ces choses-là. Vous mettez ça à disposition. Tout à fait, bah c'est ça, c'est que le propriétaire prend à sa villa, nous la donne en fait en management et nous on s'occupe de tout en fait. On s'occupe de lui trouver des jardiniers, on s'occupe de lui trouver des donc gens ça va jusque là aussi. Voilà, les gens qui viennent récupérer les poubelles, les gens en cas de petits pépins de toilette, d'électricité ou comme ça. On a des gens qui peuvent intervenir quand les clients ils ont besoin parce que ça arrive et puis c'est des choses qu'il faut pas oublier. On est dans une île, on est en Thaïlande et puis des choses comme ça arrivent. Et puis c'est des belles maisons, des grandes maisons, ça demande de l'entretien, il y a peut-être parfois des tracas. Dernière question, on arrivera à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux futurs investisseurs qui veulent mettre de l'argent, investir en Thaïlande dans l'immobilier? Est-ce qu'il y aurait des erreurs à éviter, des conseils en particulier que tu pourrais donner, toi qui es passé par là? Ok, alors, je pense que la première chose, c'est d'être bien accompagné. On n'est pas dans notre pays. Et même si vous êtes thaïlandais, si vous lancez dans un business, il faut être bien accompagné. En Thaïlande, ça commence par un avocat, un bon avocat. Okay. Moi, j'ai contacté 5-6 avocats différents. J'ai discuté avec eux et puis j'ai eu le bon feeling. Et puis, c'était une personne très recommandée aussi par des gens extérieurs, des gens qui m'avaient dit du bien de lui. Et puis, je l'ai sélectionné et il m'a aidé dans tout le process en fait. Il ne faut pas oublier, en Thaïlande, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Les due diligence, au land office, comment ça se passe au land office. Il y a plein de choses. Quand les gens vont comprendre ce que c'est une expérience au land office en Thaïlande, ils vont savoir beaucoup. Et puis voilà, il faut être bien accompagné par un avocat. Et la deuxième chose, intéressez-vous où est-ce que vous achetez. On en a parlé avant, il y a Chaweng, il y a Boput, il y a Menam, mais il y a aussi Lipanoi, il y a aussi Krabi, il y a aussi Chiang Mai. Il y a d'autres endroits, différents types de clients. Qu'est-ce que vous recherchez? Quel type d'investissement vous voulez faire? Et puis voilà. Mais donc la première étape serait la structure, consulter un avocat, faire les choses correctement juridiquement, la structure de l'investissement déjà. Alors écoute, il faut pas oublier, si on fait des achats de biens de 150 000, autour de 150 000 $, 150 000 euros, il ne faut pas avoir peur d'investir 2-3 000 francs ou 5 000 euros dans un avocat. Il faut être protégé. On n'est pas chez nous. Et même si on est chez nous, même si on serait thaïlandais, je pense qu'il faut toujours être protégé dans quelque chose qu'on se lance. J'invite les gens qui ont vu cette vidéo à mettre des commentaires, des questions. S'ils trouvent que c'était pas clair, pas assez approfondi, justement mettez vos commentaires positifs ou négatifs, ça donne des idées de vidéos. Pourquoi pas une partie 2. Si tu es OK de mettre quelques plans, peut-être des photos, tu m'as montré des jolies photos de la villa pour qu'on voit le type d'investissement ici à Samui qu'on peut avoir. Je termine cette vidéo en vous remerciant. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Je mettrai aussi en lien
un formulaire pour me contacter. Parce que comme je l'ai dit en début de cette vidéo, je n'ai pas forcément de service, je ne suis pas une agence ou quoi, je n'ai pas de biens à lister ou quoi à vous proposer. Mais je vous mets éventuellement en relation avec les bonnes personnes, le réseau local que j'ai pu construire ici, comme avocat, fiscaliste, agent, promoteur ou parfois gestionnaire de propriété comme toi. Donc c'est des choses que je peux faire et pour cela, vous pouvez me contacter directement en dessous. Voilà, ciao ciao!